The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer l'audition d'un nouveau témoin. Il s'agit du témoin 0449 qui est ici avec nous et à qui je souhaite une bonne journée d'ailleurs. Bonjour monsieur le témoin et je m'adresse également à son conseil. Bonjour madame. Nous avions prévu de siéger en audience en horaire prolongé pendant 2 journées pour que nous puissions avoir suffisamment de temps. Donc nous allons le faire aujourd'hui et demain. À nouveau, bonjour monsieur le témoin. Sans plus tarder, avant que vous ne débutiez votre déposition, je vous demanderai de bien vouloir décliner votre nom complet et de nous indiquer également votre lieu et date de naissance. Merci. Je me nomme Gorei Ange Franck Toseba, né le 30 novembre 1983 à Guessabo, sous-préfecture de Zoukougbe. And this place is in Côte d'Ivoire? Et est-ce que ce lieu se trouve en Côte d'Ivoire? Where, more or less? Où exactement est-ce que vous pouvez le situer du point de vue géographique? Guessabo est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, entre le département de Daloa et le département de Diokwe. Thank you. Can you? Je vous remercie. Quelle est votre religion ainsi que votre appartenance ethnique? Je suis catholique, Niambois. Mon ethnie est Niambois. And what is your current occupation? Et quelle est votre profession actuellement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rédacteur municipal. And what did you work in the time of the crisis? Et lors de la crise, jusqu'en 2010 et la moitié de 2011, que faisiez-vous à l'époque? Étudiant. Good. Fort bien. Je m'apprête maintenant à vous faire part de quelques consignes avant que vous ne commenciez votre déposition. Tout d'abord, sachez que nous allons nous adresser à vous en vous appelant Monsieur le témoin. C'est la pratique de cette cour. Deuxièmement, s'agissant de votre potentielle auto-incrimination, un avocat vous a été commis par la cour afin de vous fournir des conseils juridiques relatifs à une possible auto-incrimination. Mrs. Van Hal is present. Maître Van Hal est à vos côtés et si à un moment ou à un autre vous avez quelques préoccupations que ce soit dans le cadre de votre déposition, eh bien sachez qu'elle sera en mesure de vous fournir des conseils et de faire part de toute préoccupation à la Chambre. En tout état de cause, la Chambre vous donne des garanties en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve.
c'est-à-dire que votre témoignage ne sera pas utilisé ni directement ni indirectement contre vous dans le cadre d'une procédure devant cette Cour, sauf en cas d'infraction aux articles 70 et 71, qui sont en fait des atteintes à l'administration de la justice, c'est-à-dire si vous ne dites pas la vérité. Si l'on vous pose une question et que cette question est susceptible de vous, ou que la réponse à cette question est susceptible de vous auto-incriminer, à ce moment-là, nous passerons à huis clos partiel. Et votre réponse sera confidentielle. La partie vous interrogeant est censée demander un recours au huis clos partiel avant même de vous poser une question qui risque éventuellement de vous auto-incriminer. Évidemment, le conseil de permanence doit être à l'affût. Si elle estime qu'à un moment donné, il est nécessaire de passer à huis clos partiel, elle le demandera. Voilà pour ce qui concerne l'auto-incrimination. Ensuite, il y a une autre question linguistique. Moi, je m'adresse à vous et je parle lentement parce que tout ce qui est dit et fait dans ce prétoire est interprété dans l'autre langue. Si je parle en anglais, mes propos sont interprétés en français et vice-versa. Et tout ce qui est dit est consigné par écrit également. Pour être sûr de bien nous comprendre et pour être sûr que nos propos sont bien interprétés et bien transcrits, nous devons parler lentement pour permettre aux interprètes et à nos sténotypistes de faire leur travail. Cela est d'autant important que vous serez interrogé en français et que vous répondrez en français. Sachez que tout ce qui est dit est interprété en anglais. De temps à autre, si vous parlez trop vite, je vous ferai signe de la main pour vous indiquer que vous devez ralentir. Now we come to your testimony. Pour ce qui est de votre déposition, vous savez que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Vous, en tant que témoin, avez été appelé à la barre afin d'aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Il vous sera posé des questions par les avocats, d'abord par les représentants du bureau du procureur, puis par les équipes de défense de M. Gbagbo et Blé Goudé. Vous êtes tenu de dire la vérité, de répondre en disant la vérité, en répondant à toutes les questions qui vous seront posées. Avant de commencer, le statut de la Cour exige que vous preniez un engagement solennel, celui de dire la vérité. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir lire la formule qui vous sera remise dans un instant. L'huissier va vous la remettre. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. The last... Le président, je vous remercie. La dernière consigne que j'aimerais vous faire, c'est la suivante. Si vous ne dites pas la vérité, vous êtes passible de sanctions de la part de la Cour. Si vous avez bien compris, est-ce que vous avez tout compris? Okay. So Très bien. Je donne donc la parole à l'accusation. Vous avez la parole. Allez-y, je vous remercie. Monsieur Garcia, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le juge interrompant. Je vois que Maître Altit n'est pas présent aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Pourquoi n'est-il pas ici? Merci. Maître Altit a eu un problème dans les embouteillages et donc il va arriver sous peu. Et je vous prie de l'excuser de son retard. No, but the only thing is, we continue. Le président, est-ce que nous poursuivons? Oui, très bien. Nous allons donc poursuivre. Maître Jacobs nous dit que nous pouvons commencer la déposition du témoin. Très bien, je redonne la parole à monsieur le procureur. Monsieur Garcia, oui, juste une question concernant l'intervention de maître Dove Jacobs. Je crois que du point de vue de la procédure, il conviendrait que le client accepte le début de cette audience sans la présence de son conseil principal. Maître Dove Jacobs n'est ni conseil ni co-conseil. De Monsieur le Président Gbagbo. I would have started. Le président. J'étais parti du principe que maître Jacobs n'intervenait pas à titre personnel, mais en tant que représentant de son client. Allez-y, monsieur Garcia. Merci, monsieur le président. Alors, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Alors, je m'appelle Lucio Garcia. Je vais vous poser des questions au nom de l'accusation aujourd'hui. Une simple consigne avant de débuter, c'est que parfois, je vais vous poser une question. Si vous ne comprenez pas la question, pour une quelconque raison, n'hésitez pas évidemment à me le dire. Et de cette façon, je vais pouvoir reprendre la question, vous reposer la question de nouveau ou la reformuler, afin qu'on puisse bien s'entendre. Compris. Aussi, étant donné qu'il y a des interprètes en salle d'audience, je vais prendre mon temps quand je vais vous poser des questions et attendez quelques instants avant d'y répondre. Alors, tout d'abord, monsieur le témoin, je vais simplement vous poser quelques questions concernant votre scolarité, mais brièvement. Je comprends qu'en 2004, vous avez obtenu un baccalauréat en série A2 à Dabou. Est-ce que c'est exact? Oui. En 2007, vous avez obtenu un BST en gestion de collectivité territoriale. C'est exact également? C'est un BTS, brevet des techniciens supérieurs en gestion des collectivités territoriales. Merci pour la précision, monsieur le témoin. Et en 2008, It's too fast. Le président, vos échanges sont trop rapides. Et donc, il y a eu chevauchement de voix. Ça a déjà commencé. Bon. Très bien. Allez-y, allez-y. I will slow down, Your Honor. Monsieur Garcia, d'accord, je ferai attention, monsieur le président. En 2008, monsieur le témoin, je comprends que vous avez également eu un diplôme en études universitaires générales 2 du département de l'histoire de l'Université d'Abidjan. Est-ce que c'est exact? Prenez votre temps pour répondre. Oui. Alors, monsieur le témoin, maintenant, je vais aborder un thème tout à fait différent. Il s'agit de mouvements politiques, et ainsi de suite. J'aimerais savoir si vous avez déjà fait partie de la FECHI. Oui. En quelle année est-ce que vous avez intégré, vous faites partie de la FECHI?
2003 au lycée, les Boutous de Dabou, jusqu'à 2008. The name. Can you- Le président, le nom. L'interprète n'a pas entendu le nom, ne l'a pas saisi. Le lycée Les Boutous, Leboutou, Dabou. Lorsque vous avez intégré la FECHI en 2003, quelle était votre position, votre fonction? Nous étions dans une section du lycée et j'étais en tant que SO adjoint, secrétaire à l'organisation adjoint. Avez-vous occupé d'autres fonctions au sein de la FECHI par la suite? Oui, en grande école, au groupe école locaux, on appelait notre section la poudrière. J'étais secrétaire à l'organisation adjoint. Et brièvement, afin qu'on puisse bien comprendre votre position, quand vous dites secrétaire à l'organisation, quelles étaient exactement vos fonctions? Que fait un secrétaire à l'organisation? Le secrétaire à l'organisation au sein de la FECI, c'est la deuxième personnalité. Après le secrétaire général, c'est le secrétaire à l'organisation qui suit. C'est lui qui était chargé d'organiser la vie syndicale de la section, de mettre, c'est la cheville ouvrière si on veut voir, celui qui organise presque tout, qui est le celui-là qui organise la vie du mouvement au sein de la section. Avez-vous occupé d'autres fonctions au sein de la FECHI par la suite? Oui, secrétaire à la mobilisation 1. Vous rappelez-vous en quelle année, approximativement, vous étiez secrétaire à la mobilisation 1? Oui, je pense que c'est 2007-2008. Simplement pour que ce soit au dossier, quand vous étiez secrétaire à la mobilisation, ça se passait où, à quelle école ou quelle institution? Les Boutous du lycée. Et en tant que secrétaire à la mobilisation, quelles étaient vos fonctions exactement? Nous étions chargés de mobiliser les différents camarades, d'haranguer les différentes foules, d'amener les différents camarades à adhérer à la cause syndicale. Alors, entre 2008 et 2010, est-ce que vous étiez encore au sein de la FECHI? Entre 2008 et 2010,
Non, je ne pense pas. Puisque nous avions adhéré à un mouvement qu'on appelait l'UE-COGEP. D'accord, on va y arriver dans quelques instants. Je veux simplement savoir quelle était la dernière fonction que vous avez occupée à la FHI et où exactement? Secrétaire à la mobilisation adjoint 1, Flash, Université de Cocody. Département d'histoire, s'il vous plaît. Which department? Quel département? Histoire. Simplement pour préciser, Monsieur le témoin, afin que je puisse bien comprendre, la faculté de langue appliquée des sciences humaines, est-ce que c'est bien ça à quoi vous faites référence? Oui. Alors, c'est à quoi vous faites référence quand vous parlez de flash, si je comprends bien. C'est exact. Alors, avant d'aborder l'UE-COGEP, je veux simplement vous poser quelques questions sur la FHI en tant que telle. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la FHI? Ce qui nous a fait quitter la FECI, d'abord, nous étions un peu plus âgés et nous nous sentions à même de donner nos compétences dans d'autres mouvements. Ensuite, nous n'étions pas de bons termes avec le secrétaire général national qui était là. Qui était le secrétaire général national à cette époque, lorsque vous avez quitté? En 2008, je pense que c'est le camarade Nian Augustin. Je pense bien. Pourquoi vous n'étiez pas en bon terme? Nous n'étions pas en bon terme parce que nous avions voulu intégrer d'autres mouvements et aussi la tenue ou bien les déclarations de certains camarades qui faisaient partie de la FECI ne nous sied plus. C'est pourquoi nous avions décidé de quitter la FECI pour revendre pour mettre nos compétences à d'autres mouvements. Et brièvement, Monsieur le témoin, afin qu'on puisse bien comprendre, quelle était la teneur de ces déclarations? Vous avez mentionné des déclarations. De quoi s'agissait-il? Maître Bougnon? Oui, Monsieur le Président, je me suis levé pour faire une objection parce que, d'abord, je ne vois pas la pertinence de cette série de questions. Et puis, deuxièmement, on est loin des directives que vous avez bien voulu établir ici. On est très très loin des charges et en plus, je ne vois pas la pertinence de cette ligne de questions. On the line of questioning, we will probably see soon. Pour ce qui est des questions et de ce à quoi ça rime, nous allons l'apprendre
bientôt. Et je vous invite vivement à en arriver à la période de référence, celle des crimes. Veuillez poursuivre, mais allez droit au but. Merci. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, j'avais simplement une question à poser à cet égard et je passerai au fond de la déposition du témoin après. De cette déclaration. Désolé, je vois que vous me faites signe que vous n'avez peut-être pas entendu la question. Vous avez mentionné des déclarations avec de vos camarades. Quelle était la teneur de ces déclarations dans le contexte ou la raison pour laquelle vous êtes parti de la FECHI? S'il vous plaît, reprenez, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le témoin, je vous ai simplement, pour vous remettre dans l'ordre des idées, je vous ai posé la question à savoir pourquoi vous avez quitté la FECHI et vous nous avez parlé de certaines déclarations de vos camarades. Alors, moi, ma question simple, c'est savoir quelle était la teneur de ces déclarations. De quoi s'agissait-il au juste avec quoi vous n'étiez pas d'accord? Nous n'étions pas d'accord de la manière que la FECI était dirigée, puisque nous occupions un poste un peu plus bas de la FECI. Et à la FECI, nous étions dans une section. Et les différentes sections, de la manière, la déclaration qui nous a été portée, c'était que jamais un homme de l'Ouest, après l'avoir dirigé, la période-là, jusqu'à ce que les élections de 2010 finissent, un homme de l'Ouest ne pouvait pas diriger la FECI. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles vous avez quitté la FECHI? Bon, c'est l'une des raisons les plus majeures. Alors, brièvement, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous parler de la création de la FECHI? La FECI a été créée en 90, le 21 avril 90, donc loin de moi, quand j'entrais peut-être 18 ans après. Je saurais mieux expliquer la création de la FECI. Veuillez m'excuser, mais c'est trop loin de moi. Je sortirai un peu de trucs de la réalité, puisque je suis un peu plus loin de 90. Moi, je suis entré 14 ans après, 15 ans après. Oui, Monsieur le témoin, ça, on a bien compris, évidemment, que vous êtes rentré par la suite, mais que savez-vous sur la création de la FECHI? Je sais que la FECI a été créée le 21 avril 90 par la volonté de certains aînés de mettre fin à la MESI qui existait et aussi de défendre les droits et devoirs des étudiants et des élèves. Et c'est tout. Alors, vous avez mentionné un des objectifs de la FECHI, évidemment, les droits des élèves. Est-ce que ça a continué par la suite? Est-ce qu'à la FECHI, on a continué à suivre cet objectif alors que vous étiez là, ou est-ce que ça a changé? On a continué.
Et ça continue encore. Alors, vous avez adressé la question de la création de la FECHI. Est-ce que la FECHI appuyait un parti politique ou une personnalité politique en particulier? Non, monsieur. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous ramener à votre déclaration faite au bureau du procureur. Et il s'agit de ERN 00 pour le dossier 00631248 et à la page 1274. Alors, Monsieur le témoin, vous posez des questions justement sur la FECHI lors de votre entrevue avec les enquêteurs du bureau du procureur. S'il vous plaît. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, les références, je n'aime pas. Alors, je vais les répéter. C'est 00631248, la page 1274 et les lignes 908 à 910. Mr. Shi. Morning, Your Honours. Le président Maître Shi, bonjour. Je ne suis pas sûre à ce stade que mon honorable collègue confronte le témoin avec une contradiction ou bien est-ce qu'il ne lui rappelle pas un témoignage dont il ne se souvient pas. Je trouve que le témoin s'exprime assez bien jusqu'à maintenant. Donc, il ne semble pas justifié pour le moment de faire référence à des déclarations. Et d'ailleurs, l'accusation n'en a pas demandé l'autorisation à la Chambre. Le Président, le problème, c'est toujours le même. Est-ce que nous allons confronter le témoin avec quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il a dit, ou bien est-ce qu'on va lui rafraîchir la mémoire parce qu'il ne se souvient pas, Monsieur Garcia? Eh bien, c'est une confrontation. Ça n'est pas lui rafraîchir la mémoire. J'ai déclaré dès le départ que le témoin, effectivement, s'exprimait tout à fait clairement. Le président, nous n'allons pas recommencer une polémique. Monsieur Garcia, exactement. J'ai posé une question spécifique. Le témoin a répondu et j'aimerais maintenant le confronter avec la déclaration qu'il a faite au bureau du procureur. C'est assez simple. Maître Bougnon, dit le président. Président, je souhaite qu'on fasse sortir le témoin, s'il vous plaît. No, we can't. Président, non. S'il y a une confrontation, bon, on va le faire. On ne va pas commencer comme ça. Monsieur le Président, c'est par souci d'honnêteté que j'ai demandé à la Chambre de faire sortir le témoin. Maintenant, si vous voulez que je fasse mon observation, là, je peux la faire. Voilà, c'est parce que en plus de ce que mon collègue a dit, je vais y ajouter des choses et puis je vais faire une remarque plus générale sur cette confrontation et sur celles qui vont se faire. Maintenant, si la Chambre me permet de le faire en présence du témoin, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Can we, Le président, pouvons-nous demander à l'huissier d'audience de bien vouloir accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît?
Le président, Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, l'accusation s'apprête à faire, selon elle, une confrontation avec une partie de la déclaration du témoin par rapport à la réponse que celui-ci vient de donner. Je pense pour ma part, comme mon confrère, que le premier problème, c'est que la partie visée par l'accusation peut paraître contraire à ce qu'il vient de dire à la barre ici. Mais quand vous allez une page en avant, vous avez une explication. Et vous avez pratiquement la même chose comme ce qu'il a dit. Et Monsieur le Président, ce qui va être récurrent avec ce témoin, ce sera particulièrement cette difficulté. Parce que l'accusation va choisir des parties sélectives à chaque fois pour le confronter au témoin. Le témoin a fait 3 jours de déposition et il peut apparaître dans sa déposition, tout au long de sa déposition, certaines choses que l'accusation pourra faire apparaître comme non, je parle de la déposition devant le bureau des enquêteurs. Et donc, je disais que il y a dans sa déposition beaucoup de choses qui peuvent, ou qui pour le bureau du procureur, peuvent apparaître comme des contradictions. Nous ne nous opposons pas à ce que l'accusation confronte le témoin avec une partie des déclarations. Mais pour cela, pour qu'on soit juste, il faudrait qu'on lise toutes les parties où le témoin a fait une explication semblable. Monsieur le Président, pour ce faire, je vous rappelle que le vendredi dernier, et je fais référence au transcript en temps réel. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le transcript édité du 12 mai 2017, où ma consoeur disait ceci, page 48. Je sais que, à ligne 8, je cite, « Je sais que dans l'entretien, il y a de multiples passages où ce sujet est abordé. Donc, je souhaite rappeler à mon contradicteur, et c'est tout ce que je fais, qu'il y a d'autres passages de l'entretien et qu'il est très sélectif. » Monsieur le Président, vous avez acquiescé à cette remarque de l'accusation. Et donc, c'est cela que je demande au bureau du procureur. Chaque fois, pour ce témoin, qu'on voudra faire ce qui peut apparaître comme une confrontation, pour moi, ce ne sera pas une confrontation dans la mesure où il y a beaucoup d'autres passages où la chose est dite ou bien expliquée. Et donc, pour ce qui va être fait tout de suite, si le procureur veut le faire, qu'il aille à la page précédente ou bien à d'autres pages pour que le témoin ne soit pas mis dans une sorte de contradiction. Merci, Monsieur le Président. Mr. Shi. Le président, Maître Oshi. Ça n'a pas de rapport avec ce que mon collègue vient de dire, mais il s'agit du calendrier. Parce que si on veut présenter une contradiction au témoin, il faut être certain qu'effectivement, il y a contradiction. Et les passages qui vont être cités, eh bien, on ne voit pas clairement quel est le calendrier. Et le témoin doit vraiment être clairement situé dans une période de temps pour que ce soit clair s'il y a une contradiction ou non. Et c'est justement ce que nous pourrions faire si nous passions en revue les déclarations précédentes et qu'on n'abusait pas de ce privilège. Le président, le bureau du procureur, M. Garcia, je me suis concentrée sur les lignes qui sont, à notre avis, les plus pertinentes. Et je pense que c'est une objection qui remonte à longtemps de la part de la défense de M. Blégoudet. Une fois de plus, s'il souhaite suivre certaines parties de la déclaration avec le témoin, ils peuvent le faire, ils peuvent interroger le témoin. Donc, pour être équitable vis-à-vis des témoins, c'est ce que nous faisons. Je voudrais faire la suggestion à Maître Bougnon qu'il
il y a plus de 2 jours qui pourraient être concernés. Je lis les lignes qui précèdent 903 à 910. La défense peut peut-être avoir des commentaires à ce sujet. Et comme l'a dit Maître Rocher, effectivement, la question est une question beaucoup plus large. Le témoin a répondu catégoriquement. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tourner autour du pot. Et de toute façon, on peut demander au témoin de fournir les clarifications nécessaires. Le président, eh bien, je crois que s'il s'agit de donner lecture d'une déclaration précédente, il faut que ce soit clair. Est-ce que c'est une confrontation ou bien est-ce qu'il s'agit de rafraîchir la mémoire du témoin? Bien évidemment, il y a un impact pour l'évaluation qui est faite ensuite. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable contradiction ou non? Et il faut savoir si nous pouvons nous appuyer sur ce que dit la partie qui utilise la déclaration préalable en déclarant que c'est une contradiction ou bien en rafraîchissant la mémoire du témoin. Donc, c'est évidemment de la responsabilité de la partie qui utilise la déclaration de l'utiliser à bon escient. Alors, poursuivez votre interrogatoire. Dès que le témoin sera revenu, je vais demander à l'huissier d'audience de bien vouloir faire revenir le témoin dans la salle d'audience. Le bureau du procureur, dit le président. Alors, monsieur le témoin, je vais simplement vous lire des passages de votre entrevue avec, les enquêteurs du bureau de l'accusation. Alors, sur le thème de la féchie, et je vais commencer à lire à la ligne 901. Alors, c'est l'intervieweur 1, et je cite, « D'accord, et ensuite, dans les années suivantes, c'était quoi les activités de la féchie? » Votre réponse, et je cite, « Dans les années suivantes, les activités de la féchie sont restées toujours dans la même lignée, la même ligne de la dignité de l'étudiant, de l'élève, la sauvegarde de défendre les droits de l'élève et d'étudiant, et puis aussi, c'est là, je vous disais, que s'est ajoutée la politique. » Intervieweur vous pose la question, c'est-à-dire, votre réponse, et je cite, « C'est-à-dire, maintenant, protéger les institutions de l'État. Voici la nouvelle donne qui s'est ajoutée. Donc, ça faisait que tout féchiste était d'abord partisan et sympathisant de Laurent Gbagbo. » Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Que les parties qui suivent expliquent sont dans la continuité de là où il s'est arrêté, s'il vous plaît. No, I don't understand. Le président, je ne comprends pas ce que vous dites avec les passages suivants. Je ne comprends pas. Monsieur Garcia, je ne vois pas comment cela suit ou précise davantage. Les extraits que j'ai présentés aux témoins sont les extraits pertinents et je lui ai demandé de répondre précisément sur ces passages. Accusation. Merci bien. J'ai dit, mais à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. La FECI est un mouvement de défense des droits des étudiants. En 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée
par une rébellion qui ne dit pas son nom. Donc il fallait que ces jeunes, ces étudiants dont l'avenir appartient et la Côte d'Ivoire appartient, puissent avoir une réaction proportionnelle à la réaction de leurs aînés qui ont formé une rébellion contre eux. Donc il fallait de telle sorte, il fallait prendre une position qui était de la défense des institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand je vous dis que directement ceux qui étaient... Mais au sein de cette FECI-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui appartenaient à la FECI, mais qui sont membres d'autres obéis politiques, pour dire que effectivement, nous défendons les institutions de l'État. Mais l'institution de l'État, en tant que présidence, qui était incarnée par le président Laurent Gbagbo à ce temps-là. Alors, Monsieur le témoin, vous avez également mentionné le UE-COGEP. Oui. Alors, pourriez-vous nous expliquer brièvement de quoi s'agit-il? C'est quoi le UE-COGEP? UE-COGEP est un mouvement né en 2008, comme je vous le disais. L'UE-COGEP, c'est l'Union des élèves et étudiants du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Est-ce que vous êtes... Pardon. Alors, vous dites qu'il est né en 2008. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi il est né ou comment se fait-il que ce mouvement est né? Qui l'a créé? Le mouvement a été créé par des jeunes étudiants et dirigé par l'un de nos camarades, le président Balé, G-B-A-L-E, Jean Daniel. L'UE-COGEP avait pour mission d'accompagner le COGEP, mouvement de M. Charles Bleu Goudet, d'accompagner le mouvement à travers, en amenant les élèves et étudiants à la cause du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Vous, est-ce que vous avez occupé une position particulière au sein de l'UE-COGEP? Oui, j'étais le secrétaire général national de l'UE-COGEP. Et quelles étaient vos fonctions en tant que secrétaire national? En tant que secrétaire général national, ma fonction c'était de veiller à la bonne marche du mouvement, de réguler les activités, de coordonner toutes les activités et de veiller à la bonne marche du mouvement. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement également
vous avez parlé d'un lien avec la COGEP. Qu'est-ce que vous faisiez de façon hebdomadaire ou comment est-ce que vous faisiez les liaisons entre la UE-COGEP et la COGEP? Le COGEP et l'UE-COGEP, nous nous chargeons de mobiliser, d'amener les jeunes étudiants et élèves à la cause du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Donc, nous faisons tout, et la mobilisation, et l'implantation des différents mouvements, du mouvement plutôt, pour amener les élèves et étudiants à comprendre le patriotisme, amener les élèves et étudiants à comprendre le panafricanisme qui était défendu par le COGEP. Vous aviez combien de membres approximativement? Nous étions implantés partout en Côte d'Ivoire, donc le nombre de trucs, c'est un peu difficile, mais on pouvait avoisiner les 3000 personnes. Et simplement, avant d'aborder la question du COGEP en tant que tel, votre mouvement, est-ce que quelqu'un a incité la création de ce mouvement, le UE-COGEP? Quelqu'un a incité la création du mouvement? Non. Mais nous avions été inspirés par la vision de quelqu'un, à la personne de M. Charles Bleu Goudet. Alors, vous avez mentionné la COGEP aussi. À cette époque, qui était à la tête, ou le président de la COGEP? M. Charles Bleu Goudet. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui a créé la COGEP? M. Charles Bleu Goudet. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelque chose sur l'organisation de la COGEP, si vous avez un organigramme? Je comprends que vous avez mentionné M. Blé Goudet en tant que président. Alors, en dessous du président, qu'est-ce qu'il y avait comme position? Je prends, puisque nous avons calqué notre mouvement sur le COGEP, donc le président en haut de l'organigramme, juste le bureau national composé de 15 membres, je pense. On descend les coordinations, on descend les sections et la base. Alors, si vous êtes en mesure de nous préciser davantage, vous avez parlé du bureau exécutif national, 15 personnes. Est-ce que c'est des personnes qui sont divisées par région? Comment ça fonctionne au juste? Bon, les coordinations étaient divisées par région. Maintenant, le bureau national, tout dépendait de la capacité de chacun et de la perception ou bien de l'appréciation du président à nommer qu'il veut au bureau national. Bon, alors si je comprends bien, c'est plutôt la coordination qui est divisée par région. C'est ça? C'est exact. Alors, pour préciser, ça devait être dans les
dans les villes, les communes, c'est ça la division, si je comprends bien? Oui. Là, vous avez également mentionné les sections. Alors, on parle des sections. On parle toujours de la COGEP, évidemment. C'était quoi les sections? Les sections pouvaient comprendre les sous-quartiers, les quartiers, les villages, les campements et hameaux. Et les sections comprenaient, fallait mutualiser les bases. Donc, chaque section devait comprendre minimum 5 bases. Alors, en réponse à une de mes questions, il y a quelques instants, vous nous avez donné un nombre approximatif de membres pour l'EE-COGEP. Encore une fois, je vous pose la même question, mais concernant la COGEP, à votre connaissance, évidemment, vous n'allez pas pouvoir nous donner un nombre exact, mais je vous demanderai simplement d'essayer de nous situer en termes de nombre de membres de la COGEP à cette période, juste avant la crise post-électorale. Je ne peux pas vous donner un nombre au risque de vous mentir. Or, j'ai juré de dire la vérité. Est-ce que le nombre était plus grand, moins grand que celui du nombre de membres de l'EUE-COGEP? Plus grand, 5, 6, 7 fois plus grand que le nôtre. Alors, mis à part le UE-COGEP, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez fait partie d'autres mouvements politiques? Oui, l'UE-COGEP appartenait à un grand groupe après pour les élections de 2010 qu'on appelait les nouveaux majeurs pour la réélection du président Laurent Gbagbo. Qui vous a demandé de créer ce mouvement? C'est M. Charles Bleu Goudet qui nous a demandé de fédérer les mouvements autour de lui pour pouvoir faire un grand mouvement, pour pouvoir faire les nouveaux majeurs pour la réélection du président Laurent Gbagbo. Et quelle était votre fonction, votre position au sein de ce mouvement? Les nouveaux majeurs comprenaient 3 grands mouvements. Donc, il n'y avait pas de poste. Il y avait 3 présidents qui occupaient les 3 mouvements. Les présidents des 3 mouvements occupaient le poste de président. Et il y avait un comité scientifique composé de 9 personnes, dont je faisais partie. Alors, juste pour que ça soit clair, alors sous le mouvement du nouveau majeur, vous dites qu'on comprenait 3 mouvements. Si je comprends bien, un des 3 mouvements, c'était le UE-COGEP. Quels étaient les 2 autres? Les 2 autres, il y avait la génération Bleu Goudet, en abrégé GBG. Il y avait
la jeunesse consciente de demain, en abrégé JCD,